septembre 2024. Notre édition d'aujourd'hui, on commence tout de suite avec ce commentaire. Visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu hier en Turquie pour une visite officielle en réponse à l'invitation lancée par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit d'une visite historique qui survient après plus d'une décennie de rupture. La visite a été marquée par des discussions approfondies entre les deux dirigeants dans le cadre de la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Et pour plus de détails, c'est un commentaire signé Salih Ahmed et Aishal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu le 4 septembre à Ankara pour une visite officielle en Turquie en réponse à l'invitation lancée par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa première visite en Égypte en février dernier. Il s'agit sans doute d'une visite historique qui survient après plus d'une décennie de rupture. La visite a été marquée par des discussions approfondies entre les deux dirigeants dans le cadre de la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Suite à la réunion du Conseil, les deux pays ont publié une déclaration finale commune. Le nouveau Conseil vise à discuter des moyens de faire progresser les relations bilatérales dans divers domaines, en plus d'échanger les points de vue et les visions concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les efforts de cesser le feu dans la bande de Gaza, la fin de la tragédie humanitaire et l'escalade de la violence dans la bande de Gaza ont été parmi les dossiers essentiels discutés au cours de la réunion. Les deux dirigeants ont aussi assisté à la signature de 17 accords de coopération et ont réaffirmé devant la presse leur volonté de porter les échanges commerciaux entre leurs pays à 15 milliards de dollars par an d'ici 5 ans, contre moins de 10 milliards actuellement. Les accords couvrent plusieurs domaines, l'industrie, le transport, notamment les chemins de fer, l'éducation, l'aviation civile, la technologie, l'agriculture et l'industrie de l'agroalimentaire, la santé, l'investissement direct, le développement des petites et moyennes entreprises, le développement du système de planification et coopération gouvernementale, l'énergie et les ressources naturelles, l'emploi et l'équipement des travailleurs, l'environnement, la construction et l'habitation. Suite à la signature de plusieurs accords cadres entre les deux pays, le président turc a souligné que sa visite en Égypte en février dernier était un tournant dans les relations entre les deux pays. Erdogan a appelé les investisseurs des deux pays à augmenter le montant de leurs investissements directs mutuels. Les deux responsables ont aussi discuté de la situation dans l'est de la mer Méditerranéenne et des crises au Soudan, en Libye et dans la Corne de l'Afrique. Le président el-Sisi a estimé que les deux pays ont les mêmes points de vue en ce qui concerne les dossiers et les questions régionaux et qu'ils vont coordonner leur position envers les crises régionales. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, participe au forum de coopération Chine-Afrique qui se tient du 4 au 6 septembre courant à Pékin. Dr Madbouli a rencontré le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, dès son arrivée à Pékin mardi. Lors de la réunion, il a souligné l'attachement de l'Égypte à l'importance de renforcer régulièrement la coopération et les échanges parlementaires entre les deux pays. Concernant les relations économiques, Dr Madbouli a également affirmé le soutien du gouvernement aux entreprises chinoises opérant en Égypte en suivant l'avancement de leurs travaux et comment surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées. Il a également expliqué que l'Égypte représente une opportunité prometteuse pour les investissements vu qu'elle est une porte d'accès idéale pour l'exportation vers les pays voisins, notamment le continent africain. La participation de l'Égypte au Forum de coopération sino-africain intervient alors que l'Égypte et la Chine ont célébré 10 ans de partenariat en juin dernier. Et concernant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie et ses réunions avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Conseil de coopération égypto-turc, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi, journaliste, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Bonjour.
Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, premièrement, quand on parle de l'importance de cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie, surtout avec de part et d'autre des défis dans la région, que ce soit la guerre à Gaza ou en Cisjordanie ou au Soudan et en Yémen. C'est une visite historique qu'a fait le président Al-Sisi à Ankara, parce que si les deux grands pays unissent leurs efforts et leurs capacités dans tous les domaines, surtout actuellement pour essayer que la paix revienne au Proche-Orient et dans notre région, Oui. et que cette région-là soit une région qui s'intéresse plus à l'entraide entre les pays et à la vie prospère pour ses habitants. C'est mieux que les guerres et les tueries qu'on voit maintenant tout le temps. Et en plus, à mon avis, ça c'est un premier pas dans la construction du nouveau monde. Il n'y aura plus un monde où il y a une seule puissance qui régit et qui fait ce qu'elle veut, avec un veto, avec je ne sais plus quoi, avec des armées. Nous voyons actuellement l'attitude des États-Unis dans la crise palestinienne. Et je crois que ce qu'a fait le président Al-Sisi avec sa visite à Ankara, c'est qu'ils ont commencé à instaurer un monde construit sur la paix et l'échange des capacités, des moyens de développement, de progrès, au lieu de s'entretuer. Oui. Ça, c'est très important. Oui, certainement. Également, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays et une coopération a été lancée dans plusieurs domaines tels que le commerce, l'énergie, mais aussi la défense. Ça, c'est très important parce que, vous savez, si on utilise l'aide, l'entraide entre les deux pays dans les différents domaines, ça veut dire qu'on va donner une capacité bien attendue dans tous les aspects de l'industrie, de la culture, dans plusieurs domaines. Oui. Au lieu, comme nous avons un proverbe en arabe qui dit « une seule main ne peut pas taper ». Oui. Alors là, plus il y a en étant solidaire, en étant unifié avec ses amis. La coopération, c'est très important. Certainement. Et ça, c'est le point de vue du président ainsi. C'est là où il met la main, c'est pour la construction, pas pour la destruction. Parfait. Parfait. Madame Falida Choubachi, nous tenons à vous remercier énormément. Merci à vous pour cette intervention. Je répète que vous êtes journaliste, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'armée israélienne poursuit son opération dans le nord de la Cisjordanie occupée, où au moins 27 personnes ont été tuées mardi, selon le ministère de la Santé palestinien. L'armée israélienne a lancé le 28 août une vaste opération dans plusieurs villes du nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis l'année 1967. La municipalité de Jénine a dénoncé d'importants dégâts et un porte-parole, Béchir Matahin, rapporte que 80% des canalisations d'eau de la ville ont été détruites depuis le début de l'opération israélienne. Environ 70% des routes et des rues ont été détruites, c'est ce qu'a poursuivi la municipalité. Jénine et son camp de réfugiés adjacents sont considérés depuis des années comme des bastions des groupes armés palestiniens luttant contre Israël. Et environ 160 000 enfants ont reçu la première dose du vaccin contre la polio dans la zone centrale de la bande de Gaza.
dimanche et lundi dernier. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère palestinien de la Santé. Dans un communiqué, le ministère a signalé que ses équipes œuvraient en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'Office de secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, à vacciner les enfants dans des centres fixes et mobiles relevant du ministère de l'UNRWA. Par ailleurs, près de 650 patients ont fui l'hôpital Al-Aqsa soutenu par des Médecins sans frontières, à Deir el-Balah, après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne. MSF a été contrainte d'anticiper l'ouverture d'un hôpital de campagne. La structure a commencé à recevoir les premiers patients malgré une grave pénurie de fournitures et de ressources. Les hôpitaux de campagne ne sont pas une solution, mais un dernier recours face au démantèlement du système de santé par Israël. MSF appelle toutes les parties au conflit à protéger les derniers hôpitaux de Gaza. Le 27 août dernier, les équipes de MSF, en coordination avec le ministère de la Santé gazaoui, ont dû ouvrir précipitamment un hôpital de campagne situé à Deir el-Balah, au centre de Gaza, initialement conçu pour soutenir les activités d'autres hôpitaux plus importants comme celui d'Al-Aqsa. Pendant des mois, les équipes de MSF ont travaillé à la mise en place de cet hôpital de campagne, retardant à plusieurs reprises son ouverture en raison des difficultés persistantes d'approvisionnement en matériel médical essentiel dans la bande de Gaza. Un deuxième hôpital de campagne est en cours d'installation à proximité. Selon l'OMS, 20 des 36 hôpitaux de Gaza ne sont plus fonctionnels et les structures temporaires, telles que les hôpitaux de campagne, n'ont pas la capacité d'offrir des soins chirurgicaux avancés ni les ressources nécessaires pour soigner les patients dans un état critique ou souffrent d'affections de longue durée. Les 11 derniers mois ont clairement démontré que sans un cessez-le-feu immédiat et durable, la perspective d'une réponse médicale humanitaire significative est une illusion. MSF appelle toutes les parties au conflit à respecter et à protéger les derniers hôpitaux de Gaza. Et un pétrolier transportant du pétrole russe et un second navire ont été attaqués par les milices Houthis en mer Rouge lundi, selon les rapports de 3 agences maritimes. La nouvelle est tombée alors que des remorqueurs tentaient de sauver un pétrolier en flammes qui avait été attaqué par les milices soutenues par l'Iran à la fin du mois dernier. Les UK Maritime Trade Operations ont déclaré avoir reçu un rapport du capitaine d'un navire voyageant à 70 milles nautiques au nord-ouest de Salif, sur la côte de la mer Rouge du Yémen, indiquant qu'il avait été touché par 2 projectiles inconnus et qu'une 3e explosion s'était produite près du navire à 1h30 du matin. Un deuxième service maritime basé au Royaume-Uni, Ambrey, a identifié le navire comme étant un pétrolier battant pavillon panaméen qui aurait pu être visé car d'autres navires appartenant à sa société mère s'étaient rendus dans des ports israéliens, ce qui est l'un des motifs invoqués par les Houthis pour organiser de telles attaques. Toujours lundi, l'UKMTO a rapporté qu'un drone avait frappé un navire commercial à 6h30 GMT alors qu'il naviguait à 58 milles nautiques de la ville yéménite de Hodeïda. Il n'y a pas de victimes ni de dégâts signalés par le navire qui se dirige vers son prochain port d'escale. Le Centre conjoint d'information maritime a identifié le pétrolier battant pavillon panaméen comme étant le MT Blue Lagoon et a indiqué qu'il avait été visé par 3 missiles balistiques. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.